Salut, tu es sur Des Rives Douces. Aujourd'hui, je vais te parler d'une peur qu'on reconnaît rarement pour ce qu'elle est, la peur de la solitude. Pas la solitude comme état temporaire, pas le fait d'être seul un vendredi soir, mais quelque chose de plus profond et de plus difficile à nommer. On va explorer pourquoi cette peur-là peut être plus intense que la douleur physique, et pourquoi le fait d'être entouré de gens ne règle presque rien à l'affaire. Avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire quelle heure il est chez toi, ou comment s'est passée ta journée. Les personnes qui écrivent dans les commentaires ici ont quelque chose de particulier. Elles sont souvent profondes, attentives, et j'aime vraiment lire ce qu'elles partagent. Si le projet Des Rives Douces te plaît, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont on parle de la solitude. On en parle comme d'un manque, d'une absence, d'un vide à combler. Et pourtant, pour beaucoup de gens, ce qui fait vraiment peur dans la solitude n'est pas ce qu'elle retire, c'est ce qu'elle révèle. La douleur physique, aussi intense soit-elle, a une limite visible. Elle est localisée. Elle a un début, une cause, parfois une fin. La solitude existentielle, elle, n'a pas ce contour rassurant. Et cette absence de terme, cette ouverture vers quelque chose d'indéfini, est précisément ce qui la rend si difficile à regarder en face. Ce qu'on appelle la solitude existentielle, c'est une expérience sur ce que ça veut dire d'être soi parmi les autres. Ce n'est pas la solitude de quelqu'un qui n'a personne, c'est la solitude de quelqu'un qui a du monde autour de lui et qui reste pourtant fondamentalement seul. Seul dans le sens où ce qu'il est vraiment ne trouve aucun écho, aucun témoin, aucun reflet fidèle. Et cette forme-là de solitude est beaucoup plus répandue qu'on ne l'admet, parce qu'elle est invisible de l'extérieur et souvent indicible de l'intérieur. Ce qui la rend importante à comprendre, c'est qu'elle déjoue toutes les réponses habituelles. On dit à quelqu'un qui souffre de solitude qu'il faut sortir, voir des gens, créer du lien. Ces conseils répondent à quelque chose, l'isolement physique, le manque de présence humaine, mais ils passent complètement à côté de la blessure réelle quand celle-ci est d'une autre nature. Et ce glissement, cette confusion entre deux types de souffrances qui portent le même nom, est au cœur de presque tout ce qu'on rate quand on essaie d'aider quelqu'un ou de se comprendre soi-même. La question que je vais poser tout au long de cet épisode est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on se sent seul, au sens profond du terme ? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'autre que sa simple présence ne suffit pas à donner? Et pourquoi peut-on se retrouver entouré, visible, actif socialement, et rester touché par cette solitude-là, comme si rien n'avait changé? Ces questions n'ont pas de réponse simple à donner. Elles ont quelque chose de plus précieux, une façon de voir différemment ce qu'on ressent et ce qu'on demande aux autres, souvent sans le formuler. La pensée qui sous-tend tout cela n'est pas nouvelle. Des philosophes comme Jean-Paul Sartre ou Martin Heidegger ont chacun, à leur manière, touché à quelque chose d'essentiel. L'idée que la relation à l'autre n'est pas un supplément à l'existence, quelque chose qu'on ajoute une fois qu'on est déjà là, c'est une dimension constitutive de ce qu'on est. Ce qu'on cherche dans le regard de l'autre, c'est une forme de confirmation que l'on existe d'une façon qui compte. Et quand cette confirmation n'arrive pas, quelque chose de fondamental reste suspendu, en attente, sans résolution. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience que beaucoup de gens font sans pouvoir la nommer, ce sentiment d'être là, visible, présent, et de passer à travers les autres comme à travers quelque chose de poreux, sans laisser d'ente réelle, sans être vraiment saisi. Ce sentiment-là a une texture particulière. Il est différent de la tristesse ordinaire. Il est différent de l'ennui. Il ressemble davantage à quelque chose qu'on pourrait appeler une invisibilité intérieure. Le fait que ce qu'on est vraiment reste dehors de tout ce qu'on partage avec le monde. Et c'est là que la comparaison avec la douleur physique devient intéressante. La douleur physique, aussi difficile à supporter soit-elle, dispose d'un statut social. On peut la montrer, la décrire, recevoir de l'attention pour elle. Elle génère une réponse claire chez l'autre, de la compassion, du soin,
une action possible. La blessure que produit l'invisibilité intérieure ne dispose pas de ce langage. Elle est muette. Et cette muetité est elle-même une partie du problème, parce qu'elle isole une deuxième fois celui qui la porte, d'abord dans sa solitude, puis dans l'impossibilité de la faire comprendre. C'est peut-être pour ça qu'elle fait plus peur. La douleur, on sait qu'elle finira, ou qu'on peut la soigner. La solitude existentielle, elle, semble pointer vers quelque chose de plus permanent, vers une question sur ce qu'on est et sur la possibilité d'être vraiment connu par quelqu'un d'autre. Et cette question-là, on ne peut pas l'anesthésier, on ne peut pas lui poser un pansement. La reconnaissance n'est pas un besoin secondaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on désire en plus, une fois que les besoins essentiels sont satisfaits. C'est une condition de base de ce qu'on appelle exister parmi les autres. Et pourtant, on la traite presque toujours comme un luxe, comme si demander à être vraiment vu par quelqu'un était une exigence excessive, le signe d'une fragilité qu'on devrait surmonter. Ce que la solitude existentielle révèle, c'est précisément que cette attente n'est pas excessive. Elle est constitutive. Ce qu'on cherche dans la relation à l'autre, au niveau le plus profond, ce n'est pas sa chaleur, ni sa disponibilité, ni même son affection. C'est quelque chose de plus précis, une attestation. Que ce qu'on est a été vu, saisi, reçu par quelqu'un d'autre que soi-même. Que l'on a existé d'une façon qui laisse une trace dans la conscience d'un autre. Ce mot, attestation, mérite qu'on s'y arrête. Il vient du latin testis, témoin. Et c'est exactement ce dont il s'agit. Ce que cherche celui qui souffre de solitude existentielle, ce n'est pas un compagnon au sens ordinaire du terme. C'est un témoin. Quelqu'un qui puisse dire, sans qu'on ait eu à tout expliquer, sans qu'on ait eu à se décomposer en arguments, « Oui, je vois ce que tu es, je le reconnais. » Ce besoin de témoin est si profond qu'il fonctionne même en l'absence de toute conscience claire. On ne se dit pas explicitement « j'ai besoin que quelqu'un atteste de ce que je suis ». On le ressent autrement, comme un manque diffus, comme quelque chose qui cloche dans toutes les relations où pourtant tout va bien par ailleurs, comme cette sensation étrange d'être à la fois présent et absent de sa propre vie sociale. Et c'est là que la définition habituelle de la solitude commence à se déplacer. Parce que si ce qu'on cherche, c'est un témoin, alors la solitude n'est plus un manque de présence humaine. C'est un manque de reconnaissance. Ce sont deux choses radicalement différentes, et cette distinction change tout. Elle change ce qu'on comprend de sa propre souffrance, elle change ce qu'on peut raisonnablement attendre des autres, et elle change ce qu'on fait quand on essaie d'aider quelqu'un qui souffre. Un philosophe comme Axel Honneth a construit une grande partie de sa pensée autour de cette idée, que la lutte pour la reconnaissance est au cœur de toute vie sociale et de toute expérience de soi. Pour lui, ce n'est pas l'isolement qui blesse en premier lieu, c'est le mépris, l'invisibilité, le déni de ce qu'on est. Et cette blessure-là est d'autant plus difficile à traiter qu'elle ne ressemble à aucune blessure visible. Ce déplacement de définition a une conséquence immédiate, et elle est importante. Si la solitude est un manque de reconnaissance, alors on peut être radicalement seul au milieu d'une foule. On peut avoir des amis, une famille, une vie sociale active, et rester touché par cette blessure-là, comme si rien de tout cela n'existait. Parce que ce que ces présences offrent, aussi réelles et bienveillantes qu'elles soient, ce n'est pas nécessairement la reconnaissance de ce qu'on est au niveau le plus profond. Ce n'est pas une critique de ces personnes, c'est simplement une observation sur la structure du besoin. La reconnaissance dont il est question ici n'est pas quelque chose qu'on peut donner à la légère, par bonne volonté.
Elle demande une forme d'attention particulière, une disponibilité à l'autre dans sa singularité, pas seulement dans ses aspects socialement lisibles. Et cette disponibilité est rare, même chez les gens qui nous aiment. Il y a quelque chose d'étrange, presque cruel, dans le fait que ce besoin soit si fondamental et si rarement satisfait pleinement. On traverse la vie en cherchant ce témoin-là, dans les amitiés, dans les amours, dans les groupes d'appartenance, et on en obtient des fragments, des éclairs, des moments. Mais rarement quelque chose de stable, de durable, de complet. Et c'est peut-être là que se trouve l'une des racines les plus profondes de la peur. La peur de la solitude existentielle n'est pas seulement la peur de ne pas être aimé, c'est la peur que cette recherche de témoins soit fondamentalement vaine, que ce qu'on est au plus profond reste toujours d'une certaine façon hors de portée de l'autre. Cette peur-là n'a pas de bord net. Elle ne s'arrête pas quand on est entouré, quand on est aimé, quand on est reconnu en partie. Elle continue à sourdre, parce que la reconnaissance partielle ne ferme pas la question. Elle la maintient ouverte. Ce qui reste non résolu à ce stade, c'est précisément ceci. Si la reconnaissance totale est inaccessible, si l'autre ne peut jamais nous saisir entièrement, si quelque chose de nous reste toujours dehors de ce qu'un autre peut percevoir, est-ce que cela condamne la solitude existentielle à être permanente? Est-ce une limite de la condition humaine? Ou est-ce une limite de la façon dont on cherche à être reconnu? Le corps ne fait pas de distinction philosophique entre un genou fracturé et une mise à l'écart. C'est l'un des résultats les plus dérangeants de la neuroimagerie des années 2000. Les zones activées par la douleur physique et celles activées par l'exclusion sociale se recouvrent largement. Le cortex singulaire antérieur, impliqué dans le traitement de la souffrance, s'allume de façon similaire quand on se cogne contre quelque chose et quand on apprend qu'on a été exclu d'un groupe. Le corps interprète le rejet comme une alarme, du même ordre que la blessure. Il traite la rupture du lien social comme une menace à la survie. Ce fait biologique est à la fois rassurant et profondément inconfortable. Rassurant parce qu'il dit quelque chose de simple. La souffrance que tu ressens quand tu te sens rejeté ou incompris n'est pas une faiblesse ni une surréaction. Elle a un substrat réel, mesurable, localisable. Le corps la prend au sérieux, même quand l'esprit essaie de la minimiser. Inconfortable parce que ça ne résout rien. Savoir que la douleur est réelle n'en dit pas encore ce qu'on peut en faire. Et c'est là que quelque chose se complique de façon importante. La douleur physique dispose d'un vocabulaire. Quand tu te brûles, tu peux montrer la brûlure. Tu peux dire où ça fait mal, avec quelle intensité, depuis combien de temps. L'autre peut voir, comprendre, agir. Il existe un protocole social autour de la douleur physique. La compassion s'organise. Les soins se mobilisent. La blessure génère une réponse claire dans l'entourage. La souffrance est lisible. Elle a un langage partagé qui lui préexiste. La blessure produite par le sentiment d'être incompris ne dispose pas de ce langage. Elle ne laisse pas de traces visibles. Elle ne peut pas être montrée. Quand tu essaies de la nommer, les mots arrivent en retard ou pas du tout. Parce que cette expérience-là se situe précisément dans l'espace entre ce qu'on ressent et ce que les autres peuvent recevoir. Tu pourrais dire « je me sens seul », mais cette phrase ne touche pas le fond de la chose. Elle pointe vers quelque chose d'extérieur, le manque de présence, alors que ce qui fait mal est d'une autre nature, plus intérieure, plus difficile à circonscrire.
Cette intraduisibilité est elle-même une blessure supplémentaire. Quelqu'un qui se tord la cheville souffre physiquement, mais il ne souffre pas en plus de l'impossibilité de communiquer sa douleur. Pour la solitude existentielle, l'impossibilité de la dire fait partie de la souffrance. Elle isole une deuxième fois. D'abord, on n'est pas compris. Ensuite, on ne peut pas expliquer pourquoi on n'est pas compris, parce que l'explication elle-même réclame une forme de compréhension préalable qu'on ne reçoit pas. Un homme peut rentrer d'une fête où il a parlé avec 20 personnes, ri, semblait parfaitement intégré, et ressentir en arrivant chez lui quelque chose qui ressemble à du vide. Pas de la tristesse, pas de la fatigue, quelque chose de plus précis, comme si rien de ce qui s'était dit pendant ces heures n'avait touché quoi que ce soit d'essentiel en lui. Et s'il essaie d'expliquer ça à quelqu'un, la réponse sera souvent « Mais tu étais entouré, tu t'es bien amusé, non ?» Ce décalage entre l'expérience intérieure et la lecture extérieure est exactement ce dont il s'agit. Ce qui manque dans cette blessure, c'est un récit commun. La douleur physique bénéficie de siècles de médecine, de rituels de soins, de représentations culturelles. On sait collectivement ce que c'est qu'avoir mal au corps, et la souffrance de ne pas être reconnu dans ce qu'on est vraiment n'a pas la même infrastructure culturelle. On l'appelle de noms différents selon les contextes, malaise, dépression, anxiété sociale, sans jamais tout à fait nommer le cœur de la chose, qui est l'absence de témoins, le fait de traverser sa propre vie sans être vraiment saisi par quelqu'un d'autre. Et cette absence de nom collectif a une conséquence directe. Quand une expérience n'a pas de nom partagé, celui qui la vit tente à l'interpréter comme un problème personnel, un défaut, une incapacité à se connecter, à s'ouvrir, à être suffisamment quelque chose pour mériter d'être compris. L'absence de langage partagé se retourne contre celui qui souffre. Il intériorise la blessure comme une preuve de ce qu'il est, alors qu'elle dit surtout quelque chose sur la structure de ce qu'on peut transmettre à l'autre. Ce glissement est important à tenir. La blessure de l'intraduisibilité ne parle pas d'une insuffisance individuelle. Elle parle d'une limite structurelle dans la transmission de ce qu'on est. On ne peut jamais se donner entièrement à la compréhension d'un autre. Quelque chose reste toujours en deçà des mots, en deçà du geste, en deçà de ce que l'autre peut recevoir. Cette limite est universelle. Elle traverse toute relation, même les plus proches, même les plus profondes. La question n'est pas de la faire disparaître, elle est de comprendre ce qu'on en fait, et surtout de ne pas la confondre avec une sentence sur ce qu'on vaut. Ce que ce constat laisse ouvert, c'est quelque chose de plus inconfortable encore. Si la blessure est structurelle, si l'intraduisibilité est une donnée de la condition humaine, alors la souffrance qu'elle produit ne se résout pas par l'accumulation de liens sociaux, ni même par la bonne volonté des autres. Il faudrait quelque chose d'autre, une forme de relation ou d'attention qui ne prétend pas tout comprendre, mais qui reste présente à côté de ce qui ne peut pas être dit. Et cette forme-là est rare. Elle demande quelque chose que la plupart des échanges quotidiens ne sont pas équipés pour offrir. Il y a quelque chose de paradoxal dans la façon dont la présence des autres agit sur la solitude existentielle. On s'attend à ce qu'elle l'atténue. On s'attend à ce que plus il y a de gens autour, moins la blessure soit profonde. C'est une logique qui a l'air raisonnable, et c'est précisément là qu'elle échoue. Parce que ce qui se passe quand on est entouré sans être vu, ce n'est pas une neutralisation de la solitude. C'est une précision de celle-ci. La présence des autres, quand elle ne s'accompagne pas de reconnaissance, ne vient pas combler le vide. Elle lui donne des contours. Elle le rend mesurable. Elle transforme une douleur diffuse en quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus difficile à tenir. La preuve
que le problème ne se situe pas dans l'absence de monde, mais ailleurs, dans quelque chose que le monde présent ne peut pas atteindre. Ce déplacement est important. Tant qu'on est physiquement seul, on peut se dire que la souffrance viendra de là. On peut lui attribuer une cause externe, localisable, potentiellement modifiable. La solitude reste un problème de circonstances. Mais quand on est entouré, que les circonstances sont favorables, que les gens sont bienveillants, et que la blessure est toujours là, intacte, parfois plus vive encore, la possibilité de l'imputer aux circonstances disparaît. Ce qui reste, c'est quelque chose de plus difficile à regarder en face. C'est là que le paradoxe se nomme vraiment. Être entouré sans être vu ne soulage pas la solitude existentielle. Cette forme de présence la rend plus précise, plus accusatrice. Elle pointe non plus vers une situation à changer, mais vers une question sur ce qu'on est et sur ce qui, en soi, échappe à la compréhension des autres. Et ce paradoxe n'est presque jamais nommé. On continue à traiter la solitude comme un problème de quantité de liens, comme si ajouter des personnes, multiplier les occasions de contact, organisait une réponse adéquate à ce qui fait mal. Les conseils vont dans ce sens. Les dispositifs sociaux vont dans ce sens. Toute une culture de la prévention de l'isolement repose sur cette hypothèse, que la présence soigne. Mais la présence ne soigne que si elle s'accompagne d'une forme de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle, ne se produit pas automatiquement avec la présence. Ce qu'on rate dans cette confusion, c'est la différence entre deux opérations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Être là, physiquement, pour quelqu'un, et voir quelqu'un dans ce qu'il est vraiment, sans qu'il ait eu à se décomposer en morceaux lisibles. La première est accessible à presque n'importe quelle relation. La seconde est rare, exigeante, et ne dépend pas seulement de la bonne volonté. Elle demande une qualité d'attention particulière, une capacité à rester présent à ce qui ne se dit pas encore, à ce qui se cherche, à ce qui résiste à la formulation. Quand cette qualité d'attention manque, même dans des relations sincères, même dans des environnements chaleureux, la solitude existentielle reste entière. Elle coexiste avec la chaleur ambiante sans en être affectée. Et c'est cette coexistence qui est si déstabilisante, parce qu'elle ne se laisse pas expliquer simplement. On ne peut pas dire aux autres ce qui manque, puisque ce qui manque, c'est précisément la capacité à recevoir ce qu'on est avant qu'on l'ait expliqué. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette structure. Pour nommer ce qui manque, il faudrait déjà disposer de ce qui manque. Pour dire à quelqu'un qu'il ne te voit pas vraiment, il faudrait qu'il soit déjà capable de recevoir cette chose-là, et s'il l'était, la solitude serait déjà en partie résolue. On tourne dans un cercle dont on ne peut pas sortir par la seule voie de l'explication. Et c'est là que la présence des autres peut devenir, paradoxalement, un facteur d'aggravation. Chaque interaction qui passe à côté de l'essentiel n'est pas neutre. Elle ajoute à la collection de preuves que quelque chose en soi échappe à la compréhension ordinaire. Elle confirme, encore une fois, que le contact est possible, mais pas la reconnaissance. Et cette accumulation finit par former quelque chose qui ressemble à une conviction, que ce manque-là est permanent, constitutif, inhérent à ce qu'on est. Ce glissement de la douleur vers la conviction est l'une des choses les plus difficiles à défaire. Parce qu'on ne le voit pas venir. On ne décide pas de croire qu'on est fondamentalement incompréhensible. On en arrive là par répétition, par accumulation d'expériences où la présence était là et la reconnaissance absente. Et une fois que cette conviction s'installe, elle commence à lire toutes les interactions à travers elle, y compris celles qui pourraient offrir quelque chose de différent. Ce que ce paradoxe laisse ouvert, et qui ne se referme pas facilement,
c'est la question de ce qu'on peut raisonnablement attendre des autres. Si la reconnaissance ne suit pas automatiquement de la présence, si elle dépend d'une qualité d'attention rare, alors il faut admettre que la plupart des relations n'offriront que des fragments de ce qu'on cherche. Et vivre avec cette réalité sans la transformer en sentence sur soi-même demande quelque chose que personne n'apprend vraiment à faire. On confond volontiers ces deux choses. L'isolement physique, être seul dans une pièce, ne pas voir de gens pendant des jours, et le sentiment d'être fondamentalement incompris. On les range sous le même mot, on leur attribue la même cause, on leur prescrit les mêmes remèdes. Et cette confusion a l'air anodine, jusqu'à ce qu'on regarde ce qu'elle coûte vraiment. Parce que si les deux formes se ressemblent de l'extérieur, elles n'ont presque rien en commun dans leur structure interne. L'isolement physique répond à une logique simple. Il manque de la présence humaine. On en ajoute, l'équilibre se rétablit. C'est un problème de quantité, de distance, d'accès. On peut agir dessus de façon directe. Le sentiment d'être incompris, lui, ne fonctionne pas selon cette logique. Il peut exister en plein milieu d'une pièce remplie de monde, et souvent c'est là qu'il est le plus vif. Ce glissement entre les deux est presque automatique. Dès qu'on dit « je me sens seul », l'autre entend « il manque des gens autour de toi » et répond en conséquence. Des invitations, des sorties, des événements, des groupes, des solutions pensées pour l'isolement physique, appliquées à quelque chose qui ne ressemble à de l'isolement que de loin. Et la personne qui souffrait revient de cette soirée organisée pour elle avec la même blessure qu'avant, parfois plus nette encore, parce qu'elle vient de vérifier une fois de plus que la présence n'était pas la réponse. Une femme peut passer 1 heure au téléphone avec quelqu'un qu'elle aime, rire, échanger des nouvelles, et raccrocher avec le sentiment que rien d'essentiel n'a été touché. Que tout ce qui s'est dit occupait la surface, et que ce qui l'habite vraiment ce soir n'a pas été approché, même de loin. Ce n'est pas que la conversation était mauvaise, c'est que ce dont elle avait besoin n'était pas de ce registre-là. Ce qui sépare les deux formes de solitude, ce n'est pas l'intensité, c'est la nature de ce qui manque. Dans l'isolement physique, ce qui manque est extérieur et identifiable. Dans le sentiment d'incompréhension, ce qui manque est plus difficile à circonscrire. C'est quelque chose comme un témoin. Quelqu'un qui voit ce qu'on est, dans sa complexité, sans qu'on ait eu à le décomposer en morceaux accessibles. Sans avoir à traduire, à simplifier, à rendre lisible ce qui résiste précisément à la lisibilité. Et cette confusion entre les deux formes n'est pas seulement un malentendu privé. Elle traverse toute une façon collective de penser la solitude. Les politiques de prévention de l'isolement, les dispositifs communautaires, les injonctions à sortir, voir des gens, ne pas rester seul, tout cela repose sur l'idée que la solitude est un problème de présence physique à corriger. Ce n'est pas faux pour l'isolement. C'est insuffisant et parfois contre-productif pour l'autre forme. Le coût de cette confusion, pour une personne qui souffre du sentiment d'être incomprise, c'est de se retrouver avec des réponses qui ne touchent pas la bonne blessure. Et quand les réponses ne touchent pas la bonne blessure, 2 choses peuvent se produire. Soit on continue à chercher, à multiplier les contextes sociaux dans l'espoir que ça finisse par fonctionner, soit on intériorise l'échec. On se dit que le problème vient de soi, que si la présence des autres ne suffit pas, c'est qu'on est incapable de laisser entrer ce qu'ils offrent. Que quelque chose en soi bloque. Que la faute n'est pas dans le remède,
mais dans celui qui n'arrive pas à en bénéficier. Cette seconde interprétation est celle qui fait le plus de dégâts, parce qu'elle est plausible. Elle a la forme d'une autocritique lucide. Et elle est pourtant fondée sur une erreur de diagnostic. Traiter un symptôme qui ne correspond pas à la maladie, puis s'étonner que le patient n'aille pas mieux. Ce que la confusion produit aussi, à un niveau plus large, c'est une société qui se croit bienveillante. On organise, on réunit, on met en présence. Et cette activité est sincère. Elle répond à quelque chose de réel, à une forme de solitude qui mérite d'être prise au sérieux. Mais elle passe à côté d'une autre forme, plus difficile à voir, parce que celle-là ne se résout pas par l'organisation. Elle réclame quelque chose que les structures collectives ne savent pas très bien produire. Une qualité d'attention, une capacité à rester présent à ce qui ne se formule pas encore. La frontière entre les deux formes de solitude reste mal tracée, y compris pour ceux qui la vivent. On peut passer de l'une à l'autre sans s'en rendre compte. On peut souffrir d'isolement physique pendant longtemps, puis le voir résolu, et découvrir que quelque chose d'autre persistait en dessous, que les gens autour n'ont pas dissous. Ce découpage n'est pas fixe, et c'est en partie ce qui le rend si difficile à nommer. Ce qui reste suspendu à l'issue de tout ça, c'est une question que la confusion empêche de poser clairement. Si ces deux formes de solitude demandent des réponses différentes, qu'est-ce que cela dit sur ce qu'on cherche vraiment dans l'autre? Pas seulement sa présence. Quelque chose de plus précis, de plus exigeant et de beaucoup plus rare. Et reconnaître cette rareté sans en faire une preuve de sa propre inadéquation, c'est peut-être l'un des déplacements les plus difficiles que cette réflexion demande de faire. Ce qui rend la solitude si difficile à regarder en face, ce n'est pas l'absence des autres, c'est ce qu'elle révèle quand les autres ne sont plus là pour occuper le champ. Ou plus précisément, ce qu'elle révèle même quand ils sont là, mais que leur présence ne suffit plus à couvrir le fond. Parce que la solitude a cette propriété étrange de fonctionner comme un écran retiré. Tant que la journée est pleine, tant que le regard des autres circule autour de soi, tant qu'il y a quelque chose à faire, à répondre, à jouer, on existe dans un certain rapport à soi-même, un rapport médiatisé. Ce qu'on est passe par ce qu'on fait, par ce qu'on montre, par la façon dont on est reçu. L'identité se construit en temps réel, dans le regard de l'autre, et cette construction est suffisamment occupée pour qu'on ne s'arrête pas à demander ce qu'il y a dessous. La solitude retire ce médiateur. Et ce qui apparaît alors n'est pas toujours quelque chose qu'on était prêt à voir. Voilà ce que beaucoup de gens sentent, sans tout à fait pouvoir le formuler. La solitude fait peur, moins parce qu'elle est vide que parce qu'elle est révélatrice. Le silence ne menace pas par son absence de contenu, il menace par ce qu'il laisse entendre. Des questions qu'on n'avait pas posées, ou qu'on avait posées et laissées sans réponse, remontent à la surface. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Ce que je suis quand je ne m'organise pour personne, est-ce que je peux le tenir? Cette question n'est pas rhétorique. Elle a un poids réel, et il est différent selon les personnes. Pour certains, y répondre est inconfortable, mais supportable. Pour d'autres, c'est exactement là que ça devient insoutenable, non pas parce que la réponse est catastrophique, mais parce qu'elle semble inexistante, ou trop incertaine, ou trop éloignée de ce qu'on présente aux autres. L'écart entre ce qu'on performe et ce qu'on trouve quand le rideau tombe peut être vertigineux. Et c'est là que la solitude existentielle rejoint quelque chose de plus profond que le simple fait d'être seul.
Elle devient le lieu d'une confrontation avec soi-même qu'on ne peut pas déléguer, qu'on ne peut pas reporter indéfiniment. On peut remplir les soirées, multiplier les conversations, s'assurer que le téléphone sonne assez souvent, et retarder ainsi ce moment. Mais le retarder ne le fait pas disparaître. Il attend. Ce que la psychologie observe depuis longtemps, c'est que la peur de la solitude n'est presque jamais une peur du silence lui-même. C'est une peur de ce que le silence rend audible. Les personnes qui évitent le plus activement d'être seules, qui planifient chaque heure, qui ne supportent pas une soirée sans compagnie, qui regardent leur téléphone avant même d'avoir eu le temps de sentir quelque chose. Ces personnes ne fuient pas l'absence des autres. Elles fuient quelque chose qui est là, en elles, et qu'elles n'ont pas les outils pour approcher. Ce mécanisme d'évitement est très cohérent de l'intérieur. Il ne ressemble pas à une fuite. Il ressemble à une vie sociale riche, à une capacité à rester en mouvement, à un talent pour entretenir des liens. De l'extérieur, c'est exactement ça. Mais la cohérence intérieure de ce mouvement, c'est qu'il ne s'arrête jamais assez longtemps pour laisser remonter ce qu'il maintient sous la surface. Le coût humain de ça est difficile à mesurer parce qu'il est invisible tant qu'il fonctionne. On peut vivre très longtemps dans cet évitement sans que rien ne cède. Mais il y a un épuisement dans le fait de maintenir une présence sociale constante comme mode de survie psychique. Un épuisement qui ne se nomme pas comme tel parce qu'on confond l'activité sociale avec le bien-être. Et quand quelque chose finit par forcer l'arrêt, une maladie, une rupture, une période de contrainte, ce qui remonte alors n'est pas proportionnel à la durée de l'interruption. Il remonte tout ce qui attendait depuis bien plus longtemps. Ce qu'on évite en fuyant la solitude, ce n'est pas la souffrance de l'isolement. C'est la rencontre avec une image de soi que personne d'autre ne peut valider. Parce que les autres, en nous regardant, nous offrent une version de nous-mêmes qui est à la fois vraie et partielle. Vraie parce qu'elle capte quelque chose, partielle parce qu'elle ne voit que ce qu'on a laissé voir ou ce que l'autre est capable de recevoir. Cette version rassure. Elle donne une consistance, une continuité. La solitude retire cette version et laisse quelque chose de moins assuré, de moins délimité. Et pour beaucoup de gens, cette indétermination est plus difficile à tenir que n'importe quelle douleur précise. La douleur a une forme, une localisation, un nom. L'indétermination de ce qu'on est quand personne ne nous regarde n'en a pas. Et c'est cette absence de forme qui la rend si difficile à approcher et si difficile à fuir vraiment, puisqu'elle suit partout. Ce que la solitude révèle sur soi-même ne disparaît pas avec la présence des autres. Elle se couvre, se reporte, se met en attente. Mais elle reste là, comme une question suspendue, qui attend qu'on consente enfin à la regarder sans immédiatement chercher quelque chose pour la remplir. Il y a quelque chose de particulièrement étrange dans la façon dont le monde connecté a transformé ce que signifie être seul. On pourrait croire que le problème a changé de nature, qu'il s'est atténué, que des outils ont comblé ce que l'absence creusait. Et pourtant, ce qu'on observe, dans les consultations, dans les témoignages, dans la façon dont les gens décrivent leur vie intérieure, ne ressemble pas à une résolution. Ça ressemble à une forme nouvelle du même problème, avec une géographie différente. Partons d'un cas très précis. Quelqu'un qui vit dans une ville, qui travaille dans un open space, qui a des centaines de contacts sur plusieurs plateformes, qui reçoit des messages toute la journée, qui est vu, commenté, liké, reconnu dans ses accomplissements visibles. Cette personne rentre chez elle un soir et sent quelque chose qu'elle ne sait pas tout à fait nommer, une sorte de creux,
une fatigue qui n'est pas physique, un sentiment que tout ce qui s'est passé dans la journée a eu lieu autour d'elle sans vraiment la concerner. Elle a été présente partout, elle n'a pas été rejointe nulle part. Ce cas n'est pas rare. Il est même devenu l'une des expériences les plus communes de la vie contemporaine, même si elle reste très peu nommée comme telle. La raison pour laquelle elle est si peu nommée, c'est qu'elle contredit ce qu'on croit savoir sur la solitude. La solitude, dans l'imaginaire collectif, c'est le manque de contact. Résoudre la solitude, c'est multiplier les contacts. Or, cette personne a plus de contacts en une journée que n'en avait un être humain en un mois il y a 100 ans. Et pourtant, ce que cette situation révèle, c'est que la visibilité sociale et la reconnaissance intérieure ne fonctionnent pas sur le même registre. On peut être vu par beaucoup de monde pour des choses réelles. Son travail, son humour, ses opinions, ses photos, et rester complètement invisible pour ce qui n'entre pas dans ces catégories. Ce qu'on est en dehors de ce qu'on produit. Ce qu'on ressent sans pouvoir le formuler de façon immédiatement partageable. Ce qui résiste au format, à la légende, au titre. Les technologies de mise en relation sont très efficaces pour amplifier ce qui est déjà lisible. Elles transportent de l'information, elles créent de la présence à distance, elles maintiennent des liens qui autrement s'effaceraient. Ce qu'elles ne font pas, c'est créer les conditions d'une attention lente, d'une présence qui peut rester sans que quelque chose soit produit ou échangé. Or, c'est précisément cette qualité d'attention-là que cherche, souvent sans le savoir, quelqu'un qui souffre de solitude existentielle. Pas plus de contact. Un contact d'une autre nature. Et l'écart entre ce que le dispositif offre et ce que la personne cherche n'est pas neutre. Il a un effet. Quand on cherche de la reconnaissance profonde et qu'on reçoit de la visibilité sociale, la réponse à la bonne mesure n'arrive pas, mais elle arrive quand même sous une forme. Cette forme dit « tu es vu ». Et si tu l'es et que tu souffres encore, alors peut-être que le problème vient de toi. Peut-être que tu ne sais pas recevoir ce qu'on te donne. Peut-être que ce que tu cherches est excessif ou irréaliste. C'est là que l'hyperconnexion produit quelque chose de particulièrement difficile à dénouer. Elle crée les conditions d'une injonction silencieuse. Tu as tout ce qu'il faut pour ne pas être seul. Si tu l'es quand même, la responsabilité t'appartient. Cette injonction n'est jamais formulée explicitement. Elle est structurelle. Elle est inscrite dans le fait même que les outils existent, qu'ils sont là, qu'ils fonctionnent, et que tout le monde semble s'en contenter. Ce qu'on n'a pas encore su nommer collectivement, c'est que cette forme de solitude, être hypervisible et radicalement seul intérieurement, n'est pas une défaillance personnelle. Elle est le produit d'un écart structurel entre ce que les outils font et ce dont les gens ont besoin. Un écart que personne n'a vraiment intérêt à reconnaître, parce que le reconnaître demanderait d'admettre que le problème de la solitude n'a pas été résolu par la révolution de la connexion. Il a été déplacé. Il a changé de forme. Il est devenu plus difficile à voir, parce qu'il est maintenant habillé de tout ce qui ressemble à son contraire. Et c'est précisément cette invisibilité qui lui donne son tranchant particulier. La solitude de celui qui n'a personne se voit. Elle peut être nommée, reconnue, même soutenue. La solitude de celui qui a tout le monde, les contacts, les plateformes, les conversations, la vie sociale en apparence fonctionnelle. Cette solitude-là ne se voit pas de l'extérieur. Elle se dissimule derrière tout ce qui la contredit. Et quand elle remonte quand même, elle remonte avec un sentiment supplémentaire, celui de ne pas avoir de droit à souffrir de ça. Parce que tout le monde peut voir que tu n'es pas seul. La question que ça pose reste ouverte, et elle est inconfortable. Si la connexion peut coexister avec l'invisibilité intérieure, si la présence numérique ne fait pas disparaître le besoin d'être rejoint là où on est vraiment,
Alors qu'est-ce que ça dit sur ce que la reconnaissance demande réellement? Sur ce qu'il faudrait pour que quelqu'un se sente vu d'une façon qui compte? Et pourquoi cette chose-là reste si difficile à produire, même avec tous les outils qu'on a inventés pour relier les gens entre eux? Quand la solitude devient une identité, quelque chose de fondamental change dans la façon dont on vit chaque interaction. Ce n'est plus un état qu'on traverse, c'est un filtre à travers lequel tout arrive. Et ce filtre, une fois installé, a une propriété remarquable. Il se confirme lui-même. Voilà ce que la forme produit. Une personne qui a intégré « je suis quelqu'un qui ne sera jamais vraiment compris » ne fait plus l'expérience des rencontres de la même façon qu'avant. Elle arrive avec une grille de lecture déjà posée. Une conversation chaleureuse devient la preuve que l'autre est aimable, pas la preuve qu'elle-même est rejoignable. Un moment de connexion devient une exception, pas un démenti. Et un malentendu, même mineur, devient la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Le récit absorbe tout, y compris ce qui devrait le contrarier. Ce mécanisme n'a rien de pathologique au sens clinique du terme. Il est même logique à sa façon. Le cerveau cherche la cohérence. Quand on a construit une histoire sur soi-même, cette histoire devient le prisme à travers lequel on organise ce qui arrive. Ce n'est pas une distorsion volontaire, c'est une économie cognitive. Le système préfère confirmer ce qu'il croit savoir plutôt que de tout retravailler à chaque nouvelle donnée. Mais la conséquence de cette économie est sévère. Elle signifie que la solitude construite comme identité n'attend plus rien des interactions. Elle les traverse avec une certaine distance, une disponibilité de surface qui coexiste avec une conviction souterraine que rien de ce qui va se passer ne touchera réellement au fond. Et cette conviction, précisément parce qu'elle est souterraine, reste invisible pour l'autre. L'autre voit quelqu'un de présent. Ce qu'il ne voit pas, c'est la fenêtre déjà fermée. Deux conséquences se dessinent ici, et elles tirent dans des directions opposées. La première, si la solitude est devenue un récit stable, un tissu conjonctif de l'identité, alors elle offre une forme de sécurité. Étrange à dire, mais réelle. Quand on sait d'avance qu'on ne sera pas compris, on n'a plus à prendre le risque de l'être. On n'a plus à s'exposer à la déception précise de s'être montré et de n'avoir pas été reçu. L'identité solitaire protège d'une certaine vulnérabilité, celle de l'espoir suivi de l'absence. La deuxième conséquence tire à l'opposé. Ce même récit coupe l'accès à ce qu'il prétend manquer. Si quelqu'un arrive avec une attention réelle, une curiosité qui va plus loin que la surface, une capacité à rester dans l'inconfort d'une conversation qui n'est pas encore résolue, ce quelqu'un se heurte à la fenêtre fermée. Pas toujours de façon spectaculaire, souvent de façon très douce, une légère mise à distance, une ironie qui neutralise l'intimité au moment où elle commence à exister, une façon de revenir à quelque chose de plus gérable. La connexion potentielle arrive et le filtre la range dans la catégorie « pas pour moi ». La tension entre ces deux conséquences est le cœur du problème. La solitude comme identité remplit une fonction. Elle protège de quelque chose de réel et, simultanément, elle perpétue exactement ce qu'elle prétend décrire. Ce n'est pas une contradiction à résoudre d'un coup de volonté, c'est une architecture. Elle a été construite pour résister. Ce qu'on atteint difficilement ici, c'est pourquoi cette architecture se maintient même quand la personne en voit les effets. On pourrait croire que la lucidité suffit, que reconnaître le mécanisme permet de le court-circuiter. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voir le filtre depuis l'intérieur ne le retire pas. Il faudrait quelque chose d'autre, une expérience qui dure assez longtemps pour démentir le récit, une relation qui tienne face à la mise à distance sans se laisser neutraliser.
Et cette expérience est précisément celle que le filtre empêche d'avoir. Le coût humain de ça est une forme d'épuisement particulière. Pas l'épuisement de celui qui cherche sans trouver, l'épuisement de celui qui a cessé de chercher sans tout à fait l'admettre. Qui maintient une vie sociale fonctionnelle, qui participe, qui répond, qui parfois même rit, mais qui n'attend plus vraiment que quelque chose perce. Cette posture demande de l'énergie, parce qu'elle coexiste avec une douleur sourde que rien ne soulage vraiment, puisque rien ne peut la soulager depuis l'intérieur du récit. Ce qui rend cette situation si difficile à toucher de l'extérieur, c'est que la personne qui la vit n'en parle souvent pas directement. Elle ne dit pas « j'ai fait de ma solitude une identité et maintenant je ne peux plus laisser entrer ce qui la démentirait ». Elle dit autre chose, ou elle ne dit rien. Elle dit que les gens sont superficiels, que les vraies rencontres sont rares, que elle a toujours été comme ça. Ces formulations ne sont pas des mensonges, elles décrivent quelque chose de vrai. Mais elles décrivent le paysage depuis l'intérieur du filtre, sans voir le filtre lui-même. La résolution partielle qui existe ici n'est pas une technique. Elle est d'abord une reconnaissance, que la solitude comme identité a une logique propre, qu'elle n'est pas une erreur de pensée, mais une réponse à quelque chose qui a eu lieu. À un moment où l'exposition a coûté cher, où l'espoir d'être compris a été suivi d'une absence qui a fait suffisamment mal pour que le système décide de ne plus prendre ce risque. Comprendre cette logique, la voir comme une réponse cohérente à une expérience réelle, c'est déjà s'approcher autrement de ce qu'il faudrait pour que le récit commence, éventuellement, à se laisser traverser. Mais cette approche suppose quelque chose que le récit de la solitude rend précisément difficile. Croire qu'un démenti est encore possible. Et cette croyance-là, sa présence ou son absence, est peut-être ce qui détermine tout le reste. Il y a une chose qu'on remarque rarement au premier abord. Quand quelqu'un dit « je me suis toujours senti incompris », l'accent tombe sur le verbe, sur l'état, sur ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est passé hier. Mais le mot le plus lourd dans cette phrase, c'est « toujours ». C'est là que quelque chose de particulier se joue, quelque chose qui distingue la solitude existentielle de presque toutes les autres formes de souffrance sociale. La plupart des douleurs ont une adresse dans le temps. Elles ont un avant et un après, ou du moins la possibilité d'un après. Une rupture fait mal maintenant, mais elle contient l'idée qu'un jour elle fera moins mal. Un échec blesse, mais il s'inscrit dans une chronologie où d'autres choses peuvent venir le modifier. La douleur physique elle-même, même intense, se vit dans un rapport au temps qui laisse une ouverture. Ça finira ou ça changera de forme. Le sentiment d'être fondamentalement incompris fonctionne différemment. Il ne se place pas dans le temps comme un épisode, il se place comme une donnée permanente, quelque chose qui aurait été là avant qu'on puisse s'en souvenir et qui sera là après tout ce qui pourrait advenir. Ce n'est plus une expérience qu'on traverse, c'est une propriété qu'on se reconnaît. Et c'est précisément cette propriété temporelle qui lui donne son caractère d'évidence irréfutable. Une expérience ponctuelle, on peut la remettre en question. On peut se dire qu'elle était liée à un contexte, à une personne particulière, à un moment difficile. Mais quand le sentiment d'incompréhension a été rétroprojeté sur tout le passé, quand il s'est installé comme une lecture rétrospective de toutes les relations qu'on a eues, il devient beaucoup plus difficile de l'interroger. Il semble ne plus être une interprétation, il semble être un fait. Pense à ce que ça produit concrètement. Quelqu'un se souvient d'une conversation d'enfance où il a dit quelque chose d'important et où l'autre n'a pas répondu comme il l'attendait. Sur le moment, peut-être, c'était juste une déception. Mais dans la reconstruction mémorielle que produit le sentiment d'incompréhension chronique, cette scène devient une preuve.
Elle entre dans un dossier qui s'est constitué à l'insu de la personne, un dossier où chaque souvenir d'isolement vient confirmer que c'était déjà là, que ça a toujours été la règle, que les moments de connexion étaient les exceptions. Cette reconstruction n'est pas consciente. Elle ne relève pas d'une décision. Le cerveau cherche la cohérence narrative. Il organise les souvenirs autour du récit dominant, et le récit dominant finit par donner sa couleur à tout ce qu'il touche. Ce qui est frappant, c'est que ce processus peut retravailler des souvenirs qui, au moment où ils se sont produits, ne ressemblaient pas du tout à de l'incompréhension. Mais le récit les absorbe, les réinterprète, les range à sa place. Et une fois rangés, ils pèsent. Voilà le principe structurel qui se dégage de là. La dimension temporelle de la solitude existentielle ne décrit pas le passé, elle le crée, au sens où elle le réorganise. Et elle crée aussi l'avenir, par anticipation. Si l'incompréhension a toujours été là, elle sera là demain. Cette logique n'est pas une erreur de raisonnement. Elle est une extrapolation parfaitement cohérente à partir des données que le récit a lui-même sélectionnées. Elle est fermée de l'intérieur. Ce qu'on peut tester maintenant, c'est la limite de ce principe. Est-ce qu'il s'applique toujours? Est-ce qu'il y a des situations où la temporalité de l'incompréhension se laisse ouvrir, où quelque chose vient fissurer l'évidence? Oui. Et c'est là que le principe se brise, ou du moins se complique. La fissure arrive parfois lors d'un moment de reconnaissance inattendu, d'une rencontre qui ne ressemble pas aux catégories déjà en place. Quelqu'un qui comprend quelque chose que la personne n'avait pas eu besoin d'expliquer. Quelqu'un qui reste dans l'inconfort d'une conversation difficile sans chercher à la résoudre trop vite. Ces moments ont un effet étrange. Ils ne convainquent pas immédiatement. Ils dérangent. Ils créent une dissonance, parce qu'ils n'entrent pas dans le dossier. Et cette dissonance, si elle est soutenue, si elle a le temps de s'installer, peut commencer à relâcher quelque chose dans la certitude temporelle que le récit avait construite. Mais, et c'est là que le principe se brise dans une direction qu'on n'attendait pas, même cette fissure peut être réabsorbée. Le récit est assez solide pour reclasser l'exception comme une exception, précisément. Pour dire « oui, là, c'était différent », mais ça ne change pas la règle. Ce que ça révèle, c'est que la dimension temporelle de la solitude existentielle n'est pas seulement une interprétation du passé, elle est une résistance active à toute donnée qui viendrait la contredire. Elle maintient sa propre permanence en reclassant ce qui devrait la mettre en doute. Ce qui reste non résolu dans tout ça, et qui mérite d'être posé sans réponse facile, c'est la question de ce qui peut réellement déplacer cette temporalité. Si la fissure peut être réabsorbée, si le moment de reconnaissance peut être reclassé en exception, qu'est-ce qu'il faudrait pour que quelque chose dure assez longtemps pour modifier la structure, et non seulement la colorer? Cette question touche à quelque chose de plus profond que la solitude elle-même. Elle touche à ce que la mémoire fait des expériences qui contredisent ce qu'on croit savoir de soi. La solitude existentielle a traversé toute l'histoire de la pensée humaine sans jamais se laisser réduire à un seul sens. Elle a reçu des noms différents selon les époques, selon les langues, selon ce que les gens cherchaient à en faire. Et ce qu'on remarque en regardant cette longue traversée, c'est que presque aucune tradition sérieuse n'a tenté de la faire disparaître. La plupart ont fait autre chose. Elles l'ont nommée, elles lui ont donné une forme, elles l'ont inscrite dans quelque chose de plus grand qu'elle. Ce geste-là, répété à travers des siècles très différents, dit quelque chose d'important sur ce qu'on fait quand on rencontre une douleur qu'on ne peut pas soigner directement. Dans les traditions contemplatives, qu'elles soient bouddhistes, stoïciennes, chrétiennes mystiques ou d'autres lignées encore, la solitude intérieure n'est généralement pas présentée comme un défaut à corriger. Elle est présentée comme un lieu où quelque chose de spécifique peut se passer, précisément parce qu'il est séparé du bruit des reconnaissances sociales ordinaires. Le moine en cellule,
le philosophe qui se retire, le mystique qui traverse la nuit obscure. Tous ces figures décrivent une expérience où l'absence de témoins extérieurs n'est pas vécue comme une punition, mais comme une condition. La condition dans laquelle quelque chose d'autrement inaccessible peut être touché. Il y a un point d'intersection remarquable entre ces traditions très différentes. Toutes reconnaissent que la solitude existentielle, ce sentiment d'être radicalement seul avec ce qu'on est, sans que l'autre puisse vraiment y entrer, n'est pas une anomalie du sujet qui la vit. Elle est constitutive de ce que c'est qu'être un sujet. Ce que le christianisme médiéval appelait l'âme dans sa relation à Dieu, ce que le bouddhisme zen nomme la nature originelle, ce que les stoïciens décrivent comme le hégémonikon, le principe directeur intérieur. Toutes ces formulations, aussi différentes soient-elles, pointent vers la même réalité. Il existe un niveau de soi-même qui n'est pas transmissible, qui ne peut pas être pleinement partagé, et qui est précisément pour ça le lieu de la liberté la plus réelle. Cette reconnaissance change quelque chose, pas en supprimant la douleur, en modifiant son statut. Quand la solitude existentielle est vécue comme un accident, comme quelque chose qui ne devrait pas être là, comme la preuve qu'on a raté quelque chose dans la façon dont on se relie aux autres, elle génère une souffrance doublée. Il y a d'abord la solitude elle-même, et puis il y a la honte de la voir, la conviction que les autres ne la connaissent pas de la même façon, qu'il y a quelque chose en soi qui empêche la connexion là où elle devrait exister naturellement. Cette honte est souvent plus paralysante que la solitude proprement dite. Ce que les traditions philosophiques et spirituelles ont fait, dans leur meilleure expression, celle qui ne se retourne pas en idéalisation ni en élitisme, c'est retirer cette honte de l'équation. Non pas en disant que la solitude est douce ou belle, mais en disant qu'elle est inhérente, qu'elle est là pour tout le monde, même pour ceux qui semblent les mieux reliés, même pour ceux dont la vie sociale paraît rassasiée. Le philosophe antique qui écrit sur la nécessité du retrait n'est pas quelqu'un qui a échoué à se connecter. C'est quelqu'un qui a regardé suffisamment longtemps la condition humaine pour y voir une structure qu'on ne peut pas abolir, seulement traverser. Et traverser, c'est déjà très différent de subir. Ce qui reste non résolu dans tout ça, et les traditions elles-mêmes ne le résolvent pas, elles le maintiennent ouvert. C'est le rapport entre cette reconnaissance collective et l'expérience singulière. Savoir que la solitude existentielle est une condition humaine partagée ne la rend pas moins réelle dans le corps, dans la nuit, dans le moment précis où tu attends que l'autre comprenne et où tu sens qu'il ne comprend pas tout à fait. L'universalité d'une douleur n'efface pas sa singularité. Et il y a quelque chose d'un peu facile dans les formulations qui font comme si la nommer philosophiquement suffisait à la désarmer. Ce que ces traditions ont quand même accompli, et c'est là que leur pertinence pour aujourd'hui ne se réduit pas à un héritage culturel abstrait, c'est de créer des cadres dans lesquels la solitude pouvait être habitée autrement que comme une urgence. Des pratiques, des langages, des espaces qui ne promettaient pas de la guérir, mais qui permettaient de rester avec elle sans que ça devienne insupportable. La méditation n'est pas une technique pour ne plus se sentir seul. C'est une pratique pour développer une relation différente à ce qu'on trouve quand on reste seul avec soi. La philosophie du deuil, chez les stoïciens, n'est pas une façon d'anesthésier la perte, c'est une façon de tenir debout dans ce qu'elle laisse. Ce que ça révèle pour le présent, c'est un manque très précis. Les sociétés contemporaines ont produit une quantité extraordinaire de ressources pour réduire l'isolement physique. Des applications, des événements, des communautés, des groupes de parole, des formats de rencontres de toutes sortes. Ce qu'elles ont beaucoup moins produit, c'est des cadres pour habiter la solitude qui persiste malgré tout ça.
des langages pour dire « oui, tu peux être entouré, actif, visible, et ressentir quand même ce fond d'incompréhension radicale. Et ce n'est pas la preuve que quelque chose ne fonctionne pas chez toi. C'est la preuve que tu es en contact avec quelque chose de réel. » L'absence de ces cadres a un coût. Elle laisse les gens seuls avec une expérience pour laquelle ils n'ont pas de mots qui tiennent, pas de précédent auquel se référer, pas de figure qui ait traversé quelque chose de comparable et qui ait eu quelque chose à en dire. Et quand une expérience n'a pas de langage, elle ne disparaît pas. Elle devient plus opaque, plus difficile à saisir, plus susceptible d'être interprétée comme une défaillance personnelle. Ce que les philosophes et les contemplatifs ont laissé derrière eux, c'est précisément ces langages. Ils ne répondent pas à la question de comment supprimer la solitude existentielle. Ils répondent à une autre question, celle de comment on continue à vivre avec elle sans en faire le verdict définitif sur ce qu'on est. Et cette réponse-là reste ouverte. Elle ne se ferme pas sur une conclusion. Elle s'adresse à quelqu'un qui est encore en train de chercher, pas à quelqu'un qui a déjà trouvé. Il y a une confusion qui traverse presque tous les conseils qu'on donne sur la solitude. On traite le fait de rester avec elle comme si c'était la même chose que la subir. Comme si quelqu'un qui n'essaie pas activement d'en sortir était simplement en train de s'y abandonner, de se laisser engloutir. Cette confusion n'est pas anodine. Elle oriente les jugements, ceux qu'on porte sur les autres et ceux qu'on retourne contre soi. Le paradoxe est là, précis et difficile à dénouer. Fuir la solitude et l'habiter se ressemblent de l'extérieur. Quelqu'un qui remplit ses soirées, qui répond à chaque message dans la minute, qui accepte toutes les invitations, on dit de lui qu'il est sociable, bien dans sa peau, ouvert. Quelqu'un qui reste chez lui, qui laisse passer du silence, qui tarde à rappeler, on dit de lui qu'il se referme, qu'il s'isole, qu'il devrait faire un effort. Mais ces lectures extérieures ne touchent pas à ce qui se passe réellement. Elles décrivent le comportement visible, pas le rapport intérieur à ce qu'on éprouve. Fuir, dans le sens profond du mot, c'est remplir le silence avant qu'il puisse parler. C'est s'activer, se distraire, se mettre en présence de quelqu'un, n'importe qui, pour éviter le moment où il faudrait rester seul avec ce qu'on est. Cette fuite n'est pas toujours visible depuis l'extérieur. Elle peut prendre la forme d'une vie sociale très riche, d'une générosité vers les autres, d'une hyperactivité relationnelle qui ressemble à de l'ouverture. Mais ce qui la définit, c'est l'évitement, l'intention, même inconsciente, de ne pas laisser à la solitude le temps de dire ce qu'elle a à dire. Habiter, c'est autre chose. C'est rester assez longtemps pour que le silence change de nature. Pas pour en jouir, pas pour s'y complaire, mais pour traverser le moment où il devient inconfortable, où les questions qu'il pose commencent à avoir du poids, et pour rester quand même. Ce n'est pas de la passivité, c'est une présence à soi-même qui demande une forme d'effort différente de celle qu'on dépense à fuir, moins visible, moins valorisée, souvent confondue avec de la faiblesse ou du repli. Pense à quelqu'un qui a passé des années à enchaîner les relations, les projets, les engagements, et qui se retrouve un soir dans un appartement silencieux, avec rien à faire. Le premier réflexe est de saisir le téléphone, d'allumer quelque chose, de créer du bruit. Ce réflexe n'est pas mauvais en lui-même, mais si c'est le seul réflexe disponible, si le silence devient systématiquement quelque chose à combler plutôt qu'à traverser, alors quelque chose reste inentamé. La solitude continue à opérer, mais sous la surface, comme une pression qu'on ne regarde jamais directement.
C'est ici que la nomination explicite du paradoxe devient nécessaire. La résistance à rester avec sa solitude et la solitude elle-même ont le même visage. Elles produisent le même sentiment d'urgence, la même sensation qu'il faut faire quelque chose. Et c'est précisément parce qu'elles se ressemblent qu'on peut passer des années à fuir en croyant traverser. La tentative de résolution que nos cultures proposent habituellement consiste à valoriser la résilience, rester debout, faire face, tenir. Mais la résilience telle qu'elle est généralement présentée est une performance. Elle mesure la capacité à continuer à fonctionner malgré quelque chose, pas la capacité à rester avec quelque chose. Ces deux choses ne sont pas les mêmes. Continuer à fonctionner malgré la solitude, c'est souvent une forme élaborée de fuite. Rester avec elle, c'est accepter de ne pas fonctionner exactement comme d'habitude pendant un moment, d'être moins productif, moins disponible, moins répondant. Et ça, la valorisation de la résilience comme performance ne le tolère pas facilement. Pourquoi cette résolution reste-t-elle impossible à imposer de l'extérieur? Parce que la distinction entre fuir et habiter ne se joue pas dans les actes, elle se joue dans le rapport intérieur à ces actes. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose, passer une soirée seule, sans téléphone, sans distraction. L'une sera en train de fuir quelque chose, de s'isoler pour éviter un conflit, pour punir quelqu'un, pour ne pas avoir à affronter une décision difficile. L'autre sera en train d'habiter, de rester avec une question ouverte, de laisser de l'espace à quelque chose qui demande du temps. Les actes sont identiques. Ce qui diffère, c'est l'intention et la qualité d'attention qu'on y apporte. Et puis il y a ce que la connexion authentique change dans tout ça, quand elle arrive. Ce que les traditions philosophiques évoquées précédemment nomment sans toujours l'expliciter suffisamment. Quand quelqu'un te voit, vraiment, pour ce que tu es et non pour ce que tu projettes, quelque chose ne disparaît pas. La solitude existentielle reste là, mais son statut change. Elle cesse d'être un verdict. Elle cesse de dire quelque chose sur ta capacité à être aimé ou compris. Elle commence à ressembler à une condition que l'autre partage aussi, même si sa forme est différente. Ce glissement est subtil, mais décisif. Il ne supprime pas la blessure. Il la déplace de la honte vers quelque chose qui ressemble à une vérité partagée. On ne se dit plus « je suis fondamentalement incompris parce qu'il y a quelque chose en moi qui empêche la connexion ». On commence à ressentir cette part de moi qui ne peut pas être entièrement transmise. L'autre en a une aussi. Cette réalité-là ne se résout pas dans une rencontre. Elle ne se résout jamais totalement. Mais elle cesse d'être la preuve d'une défaillance. Ce que ça signifie concrètement pour toi, c'est que la question ne porte pas sur comment fuir moins ou habiter plus, comme si c'était une technique à appliquer. La question porte sur ce que tu cherches réellement quand tu combles le silence. Est-ce que tu cherches à ne pas rester seul, ou est-ce que tu cherches à ne pas entendre ce que la solitude a à dire? Ces deux motivations mènent au même endroit en apparence, vers les autres, vers du bruit, vers de l'activité. Mais elles partent d'endroits très différents, et elles aboutissent à des expériences très différentes de ce que les autres peuvent réellement t'apporter. La connexion authentique ne répond pas à la deuxième question. Elle ne peut pas. Personne ne peut faire disparaître ce que tu trouves quand tu restes seul avec toi-même, parce que ce que tu trouves là, c'est toi. Ce que la connexion peut faire, c'est changer la façon dont tu te rapportes à ce que tu trouves. Non pas en le rendant plus acceptable par un effort de volonté, mais en te montrant que l'autre, qui te regarde, porte quelque chose de similaire, et que ça ne l'a pas empêché d'être là. Ce qu'on ne dit presque jamais, c'est que cette transformation-là prend du temps, qu'elle ne se produit pas dans une conversation, si bonne soit-elle, qu'elle demande des expositions répétées à la même réalité, être vu, ne pas être dissous pour autant, rester distinct et rester en lien. Et que même après, la solitude existentielle revient. Elle revient dans les nuits difficiles, dans les moments de fatigue, dans les transitions où l'on ne sait plus très bien qui l'on est. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signe qu'elle fait partie de ce qu'on est, pas comme une blessure qui n'a pas guéri,
mais comme une structure qui ne disparaît pas même quand on est, pour une fois, vraiment en contact avec quelqu'un. On revient à la question du début. Pourquoi la solitude fait-elle plus peur que la douleur? Pas parce qu'elle est plus intense, pas parce qu'elle dure plus longtemps, mais parce qu'elle opère différemment. La douleur a un objet, elle désigne quelque chose, une blessure, une perte, un endroit précis où quelque chose s'est cassé. On peut la montrer, l'expliquer, en tracer le contour. Et même quand elle est insupportable, elle se passe dans un monde partagé. Quelqu'un peut voir qu'on souffre, même sans tout comprendre. La solitude existentielle n'a pas cet objet. Elle ne désigne rien de visible. Elle ne laisse pas de traces extérieures. Et c'est là que réside sa spécificité. Elle est la douleur qui n'a pas de témoin. Pas parce que personne n'est là. On a vu que la présence des autres peut même la rendre plus aiguë, plus précise, plus accusatrice. Mais parce qu'elle se passe dans un espace que l'autre ne peut pas habiter à ta place. Cet espace où tu es ce que tu es, sans médiation, sans performance, sans la possibilité de te voir tel que quelqu'un d'autre te voit. Ce que ce long parcours a traversé, c'est une série de déplacements. D'abord, l'idée que la solitude n'est pas un manque de présence humaine, c'est un manque de reconnaissance. Ce qu'on cherche dans l'autre, c'est qu'il atteste de ce qu'on est. Et cette attente est si profonde qu'elle reste invisible jusqu'à ce qu'elle ne soit pas satisfaite. Ensuite, la réalité biologique qui confirme ce que tout le monde pressent sans pouvoir le nommer. Le rejet social active les mêmes voies que la douleur physique. Sauf que cette douleur-là n'a pas de langage partagé. Elle ne se montre pas. Et cette intraduisibilité est elle-même une partie de la blessure. On a regardé en face le paradoxe de la présence. Être entouré sans être vu ne résout rien. Au contraire, cela rend le problème plus précis, plus impossible à esquiver. On a mesuré le coût de la confusion entre isolement physique et sentiment d'incompréhension. Une confusion qui oriente des sociétés entières vers des solutions qui répondent à la mauvaise fin. On a suivi ce que la solitude donne à voir sur soi-même, ce qu'elle révèle quand il n'y a plus personne pour occuper l'espace entre toi et toi. On a traversé la solitude hyper connectée, être visible pour tous et invisible pour ceux qui comptent. On a regardé le moment où la solitude cesse d'être un état et devient une identité, un filtre qui réécrit toutes les interactions, y compris celles qui pourraient démentir ce récit. On a touché la dimension temporelle de cette blessure, le sentiment qu'elle a toujours été là, qu'elle remonte à quelque chose d'antérieur à toutes les rencontres et que l'avenir ne la dissoudra pas. On a reconnu ce que les grandes traditions philosophiques et contemplatives ont su faire. Pas supprimer cette solitude, mais lui retirer sa honte, lui donner une forme habitable, créer des langages pour rester avec elle sans que ça devienne insupportable. Et on a fini par regarder la différence entre fuir et habiter, et ce que la connexion authentique change réellement, non pas en effaçant la blessure, mais en modifiant son statut, en la faisant passer de verdict à condition partagée. Ce tableau, maintenant qu'on le voit entier, a une limite qu'il faut nommer. Il ne dit pas comment sortir de la solitude existentielle. Il ne le dit pas parce que ce n'est pas une sortie qu'on cherche, c'est une traversée. Et les traversées ont cette propriété de ne jamais ressembler à ce qu'on attendait d'elles. On peut comprendre tout ce qui a été dit ici, le trouver juste, le reconnaître dans sa propre expérience, et ressentir quand même, la nuit prochaine, ce fond de solitude qui ne s'est pas dissous. Ce n'est pas l'échec du propos, c'est la nature de ce dont on parle. Il y a aussi ce que ce parcours ne peut pas faire à ta place. Décider du rapport que tu entretiendras avec ce que tu trouves quand tu restes seul avec toi-même. Si tu y trouves une preuve de ce qui te manque,
la solitude restera une blessure ouverte. Si tu commences à y trouver une structure, imparfaite, exigeante, parfois douloureuse, mais réelle, quelque chose change. Pas dans la solitude elle-même, dans ce que tu lui laisses faire de toi. La question du début méritait d'être reformulée. Pourquoi la solitude fait-elle plus peur que la douleur? Parce que la douleur, même extrême, te laisse dans un monde où l'autre peut entrer. La solitude existentielle, elle, te place dans un monde que tu es le seul à habiter pleinement. Et cette asymétrie-là, entre ce que tu vis et ce que l'autre peut en recevoir, est une vérité sur la condition humaine que rien ne supprime entièrement. Ce que tu peux chercher, ce n'est pas à la faire disparaître. C'est à trouver dans la présence de quelqu'un d'autre la confirmation que lui aussi porte quelque chose d'analogue, et que cette réalité commune ne vous sépare pas. Elle vous rapproche, d'une façon que les conversations légères ne touchent jamais. Tu n'as pas à résoudre ça ce soir. Bonne nuit.